Bonjour à toutes et à tous. Bon, aujourd'hui, nous allons aborder la suite du cours juste avant les vacances de février, nous avions vu comment on avait basculé d'un régime à un autre, c'est-à-dire de la quatrième à la cinquième République. Mais vous avez remarqué que De Gaulle avait respecté, je dirais, les procédures pour basculer d'un régime à un autre. Je veux simplement, sans entrer dans les détails, bien entendu, puisque nous l'avons déjà fait, vous rappeler les principales étapes. D'abord, De Gaulle, vous le savez, avait dirigé le gouvernement provisoire de la République française après la libération, mais il avait démissionné le 20 janvier 1946. Et il ne revient au pouvoir que le 1er juin 1958. Il revient au pouvoir dans des circonstances difficiles, et le 1er juin 1958, il sollicite le vote des députés de la 4e République. Alors le voici au moment où il va recevoir l'investiture. Vous le voyez que pour l'instant il est seul, c'est un homme qui reçoit l'investiture. La formation du gouvernement a lieu après. Et le 2 juin, c'est-à-dire le lendemain, il reçoit les pleins pouvoirs, je dis bien les pleins pouvoirs, pendant 6 mois. C'est un privilège tout à fait exorbitant. C'est-à-dire, pendant 6 mois, il peut, bien sûr, c'est pas comme ça que les choses se passent, mais en théorie, il peut faire ce qu'il veut. Il reçoit également les pouvoirs constituants, c'est-à-dire le pouvoir de faire une constitution. Privilège lui aussi exorbitant, puisque Pétain en avait bénéficié. Sauf que De Gaulle s'est engagé à présenter la constitution qu'il va inspirer aux Français. Il y aura un référendum, tandis que Pétain n'avait pas procédé de cette façon, ce qui fait toute la différence, bien entendu. Donc, les 1er et 2 juin 1958, De Gaulle devient le président du Conseil de la 4e République avec les pouvoirs dont nous avons parlé. Ensuite, cette constitution qui va être produite à partir de ces idées, qui étaient fondées sur le discours de Bayeux, cette constitution va être soumise aux Français par référendum le 28 septembre 1958 toujours. Puis, dans la foulée, il va y avoir, alors la constitution, voilà le référendum, là c'est une affiche qui est éditée en Algérie, oui à l'Algérie nouvelle, le chemin de l'amitié. Et donc vous voyez deux ouvriers qui se tiennent la main avec un arrière-fond de chantier. La Constitution prévoit que tout le monde, les hommes et les femmes, ont le droit de vote. Autrement dit, les Algériens, tous les Algériens, qu'ils soient européens ou qu'ils soient musulmans, ou qu'ils soient, comme on disait à l'époque, des indigènes, ont le droit de vote. Et vous avez ici une photo qui a été faite par le service photographique de l'armée, donc qui montre que des femmes sont allées voter et elles sont devant le président du bureau de vote. Donc la Constitution a été adoptée. Mais ensuite, il y a également les élections législatives. Et la dernière fois, nous avions vu ce tableau qui a une particularité, c'est-à-dire que le Parti communiste, qui a près de 3 900 000 voix, est le premier parti par le nombre d'électeurs, mais qui n'a que 10 sièges, alors que l'Union pour la Nouvelle République, avec 3 600 000, un peu plus de 600 000, donc arrive derrière le Parti communiste, a 189 sièges. C'est-à-dire que ce qui est en question, c'est le droit de vote. La loi électorale. La loi électorale avec le découpage des circonscriptions. On change de mode électoral. Donc l'UNR, l'Union pour la Nouvelle République, est le premier parti pour le nombre de sièges, bien qu'il ne soit pas le premier par le nombre de voix. Et donc nous sommes en novembre 1958. En décembre 1958, le 21 décembre, le président de la République est élu. Il est élu par un collège électoral de grands électeurs, en tout 80 000 grands électeurs. Vous constatez que ce n'est pas la constitution actuelle de la Ve République, puisqu'actuellement, le président de la République est élu au suffrage universel, alors qu'à l'époque, il est élu par de grands électeurs. Nous verrons comment se fera la transition ultime qui donnera tout son sens à la Ve République.
Alors, ce référendum est organisé aussi bien en France qu'en Algérie. Vous avez ici donc deux ouvriers qui se donnent la main et en arrière-plan, vous avez un chantier, construction d'une Algérie nouvelle, oui Algérie nouvelle, grâce à la Constitution et qui ouvrira le chemin de l'amitié. Tous les Français votent. Je dis tous les Français parce que on part de l'a priori que l'Algérie c'est la France. Donc tous les habitants de l'Algérie sont des Français. Aussi bien les hommes que les femmes. Les femmes ne votaient pas auparavant, les femmes votent. Et vous avez là un bureau électoral, c'est une photographie de l'armée où on voit ces femmes qui se présentent donc devant le président du bureau de vote pour faire, comme on dit, leur devoir de citoyen. Oui, massif, voilà, c'est le résultat du référendum, donc une participation électorale majeure. Alors là, bien sûr, c'est en France, c'est le résultat pour la France métropolitaine. Les résultats sont un petit peu inférieurs en Algérie. Il n'empêche qu'il y a une nette majorité qui se prononce en faveur de la nouvelle constitution. Et immédiatement, De Gaulle décide de se rendre en Algérie. En Algérie où se sont passés un certain nombre d'événements majeurs. Alors d'événements majeurs, en particulier le 13 mai 1958, je ne reviens pas là-dessus, où a été proclamé un comité de salut public. Et vous avez là à la tribune, devant le forum, trois hommes qui vont jouer un rôle majeur. Bien entendu, vous avez Salan, qui est le chef de l'armée en Algérie. Vous avez ensuite derrière lui Massu, que vous reconnaissez peut-être, qui est légèrement sur la photo à sa gauche, et vous avez à sa droite Jacques Soustelle, dont nous avons, vous connaissez ces trois personnages, bien entendu déjà. De Gaulle avait voté, il a voté aussi bien pour la Constitution que pour ses partisans, l'UNR, dont voici une photo tout à fait, je dirais, banale et symbolique en même temps, hein, puisque De Gaulle vote comme tout citoyen qu'il est, bien entendu. Et voici Michel Debré qui présente la Constitution qui a été rédigée et qui est donc approuvée par les Français. De Gaulle va, à l'issue des élections législatives, choisir son Premier ministre et va choisir Michel Debré. Michel Debré qui est un vieux compagnon. Michel Debré qui a participé à ses côtés à la résistance, qui a participé à la nomination des préfets au moment de la libération. Il y a une petite particularité quand même qu'il faut mettre en relief, c'est que Michel Debré est favorable à l'Algérie française. Je ne parle pas pour De Gaulle pour l'instant, je vais y revenir assez longuement. Donc voici les deux hommes, le président et son Premier ministre. On ne dit plus président du Conseil, à partir de ce moment-là, on dit Premier ministre. Donc De Gaulle a été élu président de la République et commence le temps des ambiguïtés. Est-ce que De Gaulle a un plan pour l'Algérie avant d'arriver au pouvoir? Je vous lis un petit texte de Jean Lacouture, que vous connaissez peut-être, qui était un journaliste et en même temps un essayiste. Et voici ce qu'il dit. Je vous ai montré cette photo, j'y reviens rapidement. Je vous ai montré cette photo. C'était le 13 mai 1958. Mais De Gaulle va aller très rapidement en Algérie pour prendre contact avec la population algérienne. Mais la population algérienne, ce sont surtout les pieds noirs. Et avant d'y aller, on peut se poser la question, est-ce qu'il a un projet pour l'Algérie? Alors voici Jean Lecouture. S'il lui échappe à Mostaganem, 2 jours plus tard, alors 2 jours plus tard, c'est le 6 juin 1958. 2 jours plus tard, vive l'Algérie française. Trop isolé pour n'être pas, soit tactique, soit fortuit, tout son parcours, dans les semaines et les mois qui suivent, ne sera qu'une cascade d'ambiguïtés, destinée à préserver sa liberté d'initiative. Et sur tous les fronts, avec tous les interlocuteurs. Autrement dit, personne ne sait ce que pense vraiment De Gaulle à propos d'Algérie. Sauf cette formule qui lui a échappé à Mostaganem, je dis bien qu'il lui a échappé,
Vive l'Algérie française. Je continue. Fidèle à sa doctrine des circonstances, qui exclut toute thèse a priori, il donne à entendre que l'événement seul modèlera peu à peu la solution du problème, et qu'on ne fige pas par des mots ce que de toute manière l'entreprise va dessiner. Autrement dit, pour l'instant, il n'a pas de projet. Il ne sait pas quelle politique il va mener en Algérie. Alors, on peut revenir un petit peu en arrière et on peut se demander quelles ont été ses positions pendant ce que les gaullistes appellent la traversée du désert, c'est-à-dire entre le moment où il a démissionné en 1946 et le moment où il revient au pouvoir en 1958. Alors, dans ses mémoires de guerre, il laisse supposer qu'il a un plan préconçu. Il le laisse supposer. Mais en même temps, il fait référence à, je cite, la périlleuse stratégie des circonstances. Autrement dit, ce sont les circonstances qui dictent les positions. Et les positions de De Gaulle, vous allez vous en rendre compte, ont peu à peu évolué. C'est-à-dire qu'il va prendre à rebrousse-poil ce qui était pour l'Algérie française. Mais nous allons y venir. Autrement dit, ce que l'on peut se poser comme question à ce moment-là, c'est est-ce qu'il y a un mystère gaullien? Et dès son investiture, l'équivoque est complète. Elle est complète au printemps 1958. Il a été appelé par les ultras, soyons clairs. Ceux qui ont créé les comités de salut public, ce sont les ultras. Alors, qu'appelle-t-on ultras? Ultras, ce sont ceux qui, comme lorsque Louis XVIII avait été rétabli sur son trône, sont plus royalistes que le roi. Eh bien, ce sont ceux qui sont pour l'Algérie française à tout craint et qui ne veulent pas en démordre, mais qui sont quand même réalistes. Ils se rendent compte que l'Algérie telle qu'elle a fonctionné jusqu'à maintenant ne peut plus être maintenue. Et puis, indirectement, ils ont fait appel à De Gaulle. Et donc, ils vont accepter un certain nombre de concessions que va apporter De Gaulle. Et bien entendu, De Gaulle va avoir cette formule qui, voilà, cette formule qui va provoquer des acclamations. Alors ça, c'est le 13 mai, mais il se rend à Alger très rapidement, dès qu'il a été investi, c'est-à-dire les 4, 5 et 6 juin. Donc, voilà, De Gaulle va en Algérie, et là, il va voir cette formule que vous connaissez tous, bien entendu, c'est « je vous ai compris ». Autrement dit, « je vous ai compris », c'est l'ambiguïté majeure. Je vous ai compris, c'est-à-dire qu'il laisse entendre aux pieds noirs, c'est-à-dire aux Européens d'Algérie, qu'il a compris leurs désirs, leurs espoirs, que l'Algérie reste à la France, que l'Algérie reste française. Et il reçoit un accueil triomphal. Et lorsqu'il lâche cette formule « je vous ai compris », les pieds noirs peuvent se dire « oui, il nous a compris, donc il est pour l'Algérie française ». Mais est-ce que De Gaulle veut dire ça? Ben, il les a compris, bien sûr qu'il les a compris. Mais est-ce qu'il est, lui, pour l'Algérie française? Rien n'est moins sûr. Les militaires qui l'ont appelé au pouvoir, eux, pensent qu'il fera leur politique aussi, c'est-à-dire l'Algérie française. Mais qu'en même temps, il faut faire évoluer l'Algérie française. Donc, ils sont prêts à faire des concessions. Alors, quelle est la pensée profonde de De Gaulle à ce moment-là? Eh bien, on pense que, mais on n'en sait rien exactement, que De Gaulle est plutôt pour l'intégration. Alors, l'intégration, ça reste une formule, ça reste un mot. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, il faut intégrer l'Algérie à la France, certes, dont les habitants de l'Algérie sont des Français. Donc, cela veut dire qu'on va faire un collège unique. Jusqu'à présent, il y avait un double collège, c'est-à-dire un collège constitué par les Européens et quelques évolués entre guillemets, et un collège constitué par des électeurs de droit musulman. Mais un double collège.
Eh bien, à partir de maintenant, puisque l'Algérie c'est la France, il n'y aura plus qu'un collège. Ils sont tous français. Et les femmes ont le droit de vote. Et ceux qui pensent que De Gaulle est pour l'intégration se réfèrent au discours de Brazzaville. Au discours de Brazzaville où De Gaulle avait évoqué ce qu'on peut appeler l'association. Donc les anciennes colonies, dans le cadre de l'Union française, seraient associées à la France. Bon, est-ce qu'il a évolué depuis? On n'en sait rien. En tout cas, l'Algérie pense ce qui se rallie à la position de l'association donc avancée par De Gaulle. L'Algérie serait intégrée à la France. Autrement dit, les ultras acceptent une politique qui est plus libérale que la leur. Ce qu'ils avaient toujours refusé jusqu'à maintenant, et en particulier les Européens d'Algérie, c'est-à-dire le collège unique, eh bien maintenant ils sont prêts à l'accepter. Quant aux Algériens, ils attendent... Alors oui, il y a le mot algérien. Qui est algérien? Alors est algérien tous ceux qui vivent en Algérie. Aussi bien les Européens d'Algérie que ceux qui étaient de statut musulman jusqu'à l'institution du collège unique. Alors les Algériens attendent une solution réellement libérale. Le collège unique est un premier pas. Et le FLN, le Front de Libération Nationale, qu'est-ce qu'il attend? Eh bien lui, il a suivi exactement le processus qu'avait suivi la résistance française. C'est-à-dire qu'il a d'abord créé un conseil national de la République algérienne. Autrement dit, il est favorable à une République algérienne. Et il va ensuite créer un gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, qui est favorable à l'indépendance. Quant à De Gaulle, lui, ce qui est sûr, c'est qu'il mesure la force des nationalismes. Il sait que la période est favorable au nationalisme, qu'un certain nombre de pays qui étaient des colonies sont devenus indépendants. Et que donc, il va falloir évoluer. Mais, quelle est la solution qu'il propose? Alors, est-ce qu'on peut parler de mystère? C'est peut-être un grand mot. Toujours est-il qu'en 1945, lorsque la France est libérée, il recommande De Gaulle, qui est le chef du gouvernement provisoire, c'est lui qui a l'autorité, recommande au général Henri Martin, je cite, d'empêcher l'Afrique du Nord de glisser entre nos doigts pendant que nous délivrons la France. Et on sait ce qui va se passer. C'est la répression extrêmement dure, pour ne pas dire sauvage, de Sétif et de Guelma. En 1947, en Algérie, De Gaulle se prononce pour un statut qui maintienne la souveraineté française et qui organise à l'intérieur d'elle-même, à l'intérieur de l'Algérie, tout ce qui concerne ses propres intérêts. Autrement dit, une sorte d'autonomie, mais en même temps sous souveraineté française. Mais en même temps, De Gaulle, pendant quelques années, est le président du Rassemblement du peuple français. Et à ce moment-là, il a obligatoirement des propos Algérie française avant la lettre. Parce que en Algérie, il y a des électeurs. Les Européens d'Algérie sont des électeurs. Et donc, pour qu'ils ne rejettent pas le RPF, il faut bien leur donner quelques gages. Et donc, il essaie de les rassurer en ayant des propos qui se rapprochent de l'idée de Algérie française. Et les hommes du 13 mai 1958 s'en souviennent. Ils savent que De Gaulle s'était prononcé pour que l'Algérie reste à la France. Et que donc, à ce moment-là, pourquoi ne pas lui faire bon accueil? En 1955, donc on se rapproche de la date fatidique, il se confie à un de ses fidèles, qui s'appelle Edmond Michelet. Et lui est là, il est en veine de confidence, et il lui dit, l'Algérie, perdue, finie. Autrement dit,
De Gaulle, à ce moment-là, pense que l'Algérie est perdue, mais est-ce qu'elle est vraiment perdue? Et pourtant, il se prononce en même temps pour l'association. Alors certains, essayant de déchiffrer sa pensée, comme Edmond Michelet, qui est gaulliste, comme Christian Pineau, qui a été ministre des Affaires étrangères du gouvernement Guy Mollet, comme Maurice Clavel, que vous connaissez sans doute, dont vous avez entendu parler, en tout cas, au temps de votre jeunesse, moi aussi d'ailleurs, qui est un gaulliste. Louis Terrenoire, qui est un de ses fidèles partisans. Eh bien, ces hommes-là pensent que De Gaulle est pour l'indépendance. Mais qu'il ne peut pas le dire. Parce que s'il le dit, il s'aliène tous ceux qui sont pour l'Algérie française. Et en 1957, il fait une grande tournée en Algérie et il se prononce pour une paix sans vainqueur ni vaincu. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible? Mais il n'oublie pas de féliciter Robert Lacoste, qui était une sorte de proconsul en Algérie, pour l'œuvre accomplie. Donc en même temps, vous le voyez, il est dans une situation pour le moins ambiguë. Et ses confidences, il les répand à travers ses interlocuteurs, disant une chose à l'un, disant une chose à l'autre, mais sans démentir ce qu'il a dit. Et donc, tout le monde est dans l'expectative. On ne sait pas ce que pense vraiment De Gaulle. Après le bombardement de Saket Sidi Youssef, vous savez, lorsque l'aviation française bombarde un village tunisien, où il y avait un camp d'entraînement pas très loin de l'ALN, Armée de Libération Nationale, donc algérienne. Il reçoit, donc après Saket, il reçoit l'ambassadeur de Tunisie. Et alors que la Tunisie aide le FLN, l'ALN. Et il propose une politique à la Tunisie, à travers l'ambassadeur. Il propose une politique d'association avec la France. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il envisage la même chose pour l'Algérie? Point d'interrogation. Bon, toujours est-il que on peut se poser la question, est-ce que De Gaulle a un projet, un plan qui concerne l'Algérie? Ben, pour l'instant, on est dans l'expectative. On n'en sait trop rien. Et nous allons voir que, moi j'ai la conviction, que De Gaulle va agir en fonction des circonstances. Et vous allez le voir, je crois, assez clairement à travers toutes ces initiatives. Donc, il arrive au pouvoir. Et là, il va prendre contact avec les Européens et avec, je dirais, les opinions publiques. Mais d'abord, il faut bien prendre en compte que lorsqu'il forme son gouvernement, bon, bien sûr, il le fait en accord avec Michel Debré, mais il met son grain de sel, bien entendu. Michel Debré, qui à plusieurs reprises, étant en Algérie française, offrira sa démission à De Gaulle, qui la refusera chaque fois, parce qu'il n'a pas utilisé Michel Debré jusqu'au bout. Et lorsqu'il l'aura utilisé jusqu'au bout, effectivement, il acceptera sa démission. Bon, j'en reviens à ce que je disais. Lorsqu'il forme son gouvernement, il n'oublie pas Soustelle. Soustelle qui est très Algérie française. Il en fait un ministre de l'information. Et bien entendu, la nomination de Jacques Soustelle au ministère, c'est quelque chose qui est dirigé vers les pieds noirs et vers les ultras. Bref, c'est ce qu'on appelle une manœuvre politique. Car est-ce que De Gaulle a déjà une religion qui est faite par rapport à l'Algérie? C'est difficile à dire. Mais c'est vrai qu'à Mostaganem, comme je vous l'ai lu, comme le rappelle Jean Lacouture, il se laisse aller jusqu'à dire « Vive l'Algérie française ». Nous sommes le 6 juin 1958. Il a été élu président du Conseil le 1er juin. Et il est allé à Alger le 4 juin. Donc vous voyez que à ce moment-là, il laisse échapper Vive l'Algérie française sans que on puisse vraiment en tirer une véritable conséquence. Alors voici, je vous ai compris, lorsqu'il va à Alger,
dans toute l'Algérie, il n'y a que des Français avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc ça, c'est le collège unique. Et exprime sa confiance, bien sûr, à l'armée française. Pourrait-il faire moins? Il est général. Mais attention, attention. Ce n'est pas la fonction de général qui compte. Il est président de la République. Donc il ne faudrait pas dire le général de Gaulle, il faudrait dire le président de la République, Charles de Gaulle. C'est pas tout à fait pareil. Car le rôle de l'armée, c'est d'obéir au pouvoir civil. Et de Gaulle est devenu un civil, président de la République. Mais bien entendu, il joue sur les deux tableaux. Mais cela, nous allons le voir, bien entendu. Au cours de cette rencontre du 4 juin, De Gaulle va, je dirais, se rendre compte que les ultras d'Algérie ont bien organisé l'accueil et que, en particulier, ils ont organisé les fameuses fraternisations. Les anciens militaires, un certain nombre d'entre eux vont participer aux fraternisations, fraternisations entre les musulmans et les Européens, les Français d'Algérie, les pieds noirs. Et donc, vous voyez les pancartes s'unir pour vaincre ou mourir, vive la France, vive l'armée, vive De Gaulle. Parfois, certaines Européennes vont jusqu'à émanciper, c'est le terme que j'utilise, des Algériennes en leur enlevant le voile. Vous voyez cette femme qui est un petit peu gênée, et deux qui sont de part et d'autre d'elle lui enlèvent le voile. Et là, effectivement, c'est le moment où De Gaulle va à Mostaganem. Mostaganem, nous sommes le 6 juin 1958. Donc là, voilà, il défile dans les rues, une foule immense. On est venu de toute la région pour acclamer De Gaulle. Et c'est le moment où, à Mostaganem, il a cette formule fameuse, vive l'Algérie, la seule, unique, la seule fois où, porté par l'ambiance, il se laisse aller. Donc, De Gaulle a des émotions, comme tout le monde, bien entendu. Alors, nous arrivons au grand tournant et aux opinions publiques. Les opinions publiques, que pensent-elles, que disent-elles? Eh bien, tout d'abord, en métropole, c'est très clair. Il y a des sondages qui ont lieu à ce moment-là. Les 2/3 des Français sont pour des négociations avec le FLN. Les 2/3 des Français. Seulement, les pieds noirs, eux, sont hostiles à ces négociations parce qu'ils ont la crainte que ces négociations ne débouchent sur l'indépendance de l'Algérie, ce dont ils ne veulent pas. Pour eux et pour l'armée, l'indépendance signifierait l'abandon. On les abandonnerait. Et De Gaulle, lui, a une autre préoccupation. C'est qu'il considère que l'Algérie est une sorte de boulet que traîne la France, que ses ressources passent dans cette guerre qui ne dit pas son nom, et que lui rêve de donner une place de choix à la France parmi les grandes puissances. D'autant plus que l'Algérie devient une question internationale. L'Algérie n'est pas une question nationale, c'est une question internationale. C'est une question internationale et en particulier, à ce moment-là, l'affaire algérienne va être débattue à l'ONU. Précédant donc le débat à l'ONU, il y a, alors ce que veut l'opinion publique, c'est la paix en Algérie, un cessez-le-feu, que les enfants rentrent, car on fait son service militaire en Algérie, et on meurt en Algérie, bien entendu. Donc, il y a une conférence internationale est peut-être un mot un petit peu excessif, c'est une conférence entre plusieurs pays, entre 9 pays, qui sont des pays indépendants d'Afrique. Alors, des pays qui étaient restés indépendants, il n'y en avait pas beaucoup. Il y a eu le Libéria et il y a eu l'Éthiopie. Tous les autres pays ont été colonisés. Alors, la conférence de Monrovia a lieu au Libéria. Le Libéria, vous le voyez peut-être, c'est le numéro 7.
vous le voyez, numéro 7 en jaune. Donc le Libéria, voilà, où se trouve la capitale Monrovia. Alors le Libéria a une histoire un petit peu particulière. Ce sont des Noirs américains qui ont quitté les États-Unis, qui sont allés au Libéria et qui sont revenus, je n'aime pas trop la formule, mais enfin, bon, elle est imagée, sont revenus à leurs racines. Et dans Monrovia, c'est la capitale d'un État qui s'appelle Libéria, le nom est significatif, qui est dirigé par ces Nord-Américains noirs. Donc cette conférence a lieu, et bien entendu, au cours de cette conférence, les États qui y participent soutiennent le FLN dans sa lutte pour aboutir à l'indépendance. Alors ils ne sont pas très nombreux, hein. Ce sont des pays indépendants. Il y a encore des pays qui n'ont pas été libérés du joug de la colonisation. Et ils sont 9. Donc c'est relativement peu de choses. 9 États devenus indépendants, mais c'est symboliquement très fort. Et ils engagent la France à reconnaître le droit du peuple algérien à l'autodétermination et à l'indépendance. Donc c'est les Algériens qui doivent s'autodéterminer, dire quel est l'avenir qu'ils veulent et accepter, si c'est le cas, l'indépendance. C'est également un thème très fort dans les relations entre États et la Chambre des communes, donc au Royaume-Uni, la Chambre des communes crée un comité pour l'Algérie. Et les États-Unis s'intéressent à l'Algérie également. Et l'ONU s'intéresse à l'Algérie. Alors, au cours de l'été 1959, De Gaulle amorce un tournant qui va être majeur. D'abord, il va rencontrer le secrétaire général de l'ONU, qui s'appelle Dag Hammarskjöld. Alors, le voici, pardon, je croyais avoir écrit son nom. Bon, alors je vous l'épelle. Dag, D-A-G, c'est son prénom. Alors ensuite, H-A-2-M, A-R-S-K-J-O-E-L-D. Donc Dag Hammarskjöld c'est un Suédois, il est secrétaire général de l'ONU, et De Gaulle a une discussion avec lui, vous le voyez que les deux hommes discutent paisiblement. Vous remarquez que De Gaulle n'a pas mis son uniforme, qu'il est un civil, c'est le président de la République française, bien entendu, et De Gaulle explique à Dag Hammarskjöld qu'il met tous ses efforts en œuvre pour terminer cette guerre civile, dit-il, qui existe en Algérie. Il parle de guerre civile. Donc, guerre civile, tous ces efforts pour y mettre un terme, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est prêt à aller à l'autodétermination, aller à l'indépendance? Point d'interrogation, il n'en dit pas plus. Mais au même moment, Debré, son Premier ministre, fait un discours sur la destinée algérienne de la France. Autrement dit, ce que laisse entendre Debré, c'est que la France devrait rester en Algérie. Mais De Gaulle ne reprend jamais son Premier ministre. Il le laisse dire. Il laisse dire ses ministres. Car il sait que c'est lui, De Gaulle, qui a l'autorité. Et que sans son accord, ils ne pourront rien faire. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est curieux. Et si on n'évoque pas le sort de l'Algérie, son devenir, en Conseil des ministres, De Gaulle aime bien être renseigné. Et donc, il va consulter son Conseil des ministres. Et il va les consulter, comment dire, à la fois collectivement et individuellement. Donc imaginez la solennité du Conseil des ministres. Et là, De Gaulle leur dit, et vous, messieurs, quelle est votre position sur l'Algérie? Alors la position sur l'Algérie, il y a 3 positions différentes. À titre individuel des ministres. Mais une fois que les ministres auront donné leur point de vue, on n'en parlera plus. Et les ministres ne diront pas
à l'extérieur du Conseil des ministres quelle a été leur position. Et on ne le saura pas. On le sait aujourd'hui, bien entendu, grâce aux archives. Mais à l'époque, les choses se passent différemment. Alors un certain nombre de ces ministres se prononcent pour l'autodétermination. Donc, il faut... Alors c'est un mot de Gaulle, l'autodétermination. Je le traduis autrement. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est une création de la Constituante. La Constituante avait émis le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc les Algériens seront citoyens français s'ils le veulent. Mais s'ils ne le veulent pas, ils ne le seront pas. Ils seront Algériens. Et s'ils le veulent, ils seront indépendants. Donc, certains se prononcent pour l'autodétermination. D'autres pensent qu'il faut reconnaître une personnalité algérienne. C'est un petit peu proche de ce que disait Michel Debré. Soustelle, quant à lui, se prononce pour l'Algérie française, avec un argument qui est juridiquement recevable, mais qu'on ne peut pas accepter politiquement. Ce que dit Soustelle, c'est que les Algériens, c'est-à-dire les habitants d'Algérie, ont accepté la Constitution de 1958, et donc à partir de là, ayant participé au référendum de 1958, ils sont français. Donc, que l'Algérie, c'est la France. Donc l'Algérie est française. Mais encore une fois, je vous le répète, il n'y a pas eu de discussion. Pendant ce temps, le FLN s'est lui aussi organisé. Et c'est le moment où le FLN, qui est le bras armé donc, du gouvernement, qui va être constitué à partir du Conseil national de la République algérienne et du gouvernement provisoire de la République algérienne. Le gouvernement provisoire de la République algérienne est créé au Caire le 19 septembre 1958. Donc le FLN, c'est son bras armé. Et ce qui est l'institution politique, c'est le gouvernement provisoire de la République algérienne. Donc voilà, De Gaulle a quelques prises de position de ses fidèles, des gens qu'il a nommés, avec Michel Debré, au Conseil des ministres. Il décide de faire une tournée d'inspection pour, en fait, vérifier s'il a toujours la fidélité de l'armée. Et il va aller sur les divers théâtres d'opération. Alors il va parcourir un petit peu l'Algérie, et là il va y avoir des rassemblements des chefs militaires, des officiers en particulier. De Gaulle va s'adresser à eux. Alors voici le GPRA qui a été créé, gouvernement provisoire de la République algérienne, créé donc au Caire en septembre 1958. La photo n'est pas très bonne, c'est le moins qu'on puisse dire. Un grand drapeau algérien au fond, mais on ne distingue pas les visages des personnes qui en font partie. Alors c'est le moment où on commence à voir sur les murs d'Algérie voter pour l'indépendance. C'est-à-dire c'est une idée qui est avancée par le FLN. Et c'est une idée qui peu à peu progresse. Dans ces négociations à venir, dans l'esprit du FLN, le FLN, il veut des négociations. Il veut des négociations pour arracher l'indépendance. Mais en Algérie, il y a une population mêlée. Il y a des Arabes, il y a des Kabyles, il y a des Juifs, il y a des Français. À partir du moment où De Gaulle arrive au pouvoir, ils sont tous Français. Que vont devenir les Européens d'Algérie? Si l'Algérie devient indépendante, que vont devenir les Européens d'Algérie? Alors, il n'y a pas de discussion. Ou en tout cas pas trop. Les Français d'Algérie resteront en Algérie s'ils le désirent. Alors je sais, ensuite il y aura dans la mémoire collective ces images, la valise ou le cercueil. Donc soit on fait la valise, on s'en va, soit on sera assassiné. Mais au moment où nous sommes, rien n'a été décidé. L'OAS, Organisation de l'armée secrète, n'est pas encore intervenue. L'OAS qui va mener une politique de la terre brûlée.
et qui va faire que le fossé va s'approfondir, mais alors profondément, entre les Européens et les autres, ce fossé n'existe pas encore à ce point-là. Et tout est jouable à ce moment-là. Donc voici des photos, c'est des photos qui ont pour origine le FLN, qui montrent qu'effectivement la cohabitation est possible entre les Européens et les Arabes et les Kabyles. Alors voici la question de la minorité européenne. Les Européens sont une minorité, 1 million sur 10. Mais le thème c'est « Rien ne peut se faire sous l'ombre des parachutistes ». Des parachutistes qui, vous le voyez, c'est un homme armé en tenue léopard avec sa mitraillette. Donc, avec la force, les choses ne peuvent pas se faire. On ne peut pas, une société ne peut pas vivre de façon pérenne sous une contrainte armée. Donc De Gaulle va faire cette tournée. Alors il rencontre tout le monde. Il rencontre les notables algériens. Les voici avec leur costume traditionnel. Vous le voyez, hein, donc devant un rassemblement, il serre la main à des chefs, etc., des notables. Et il est entouré d'officiers français également. Donc il rencontre des hommes. Il rencontre également des femmes qui sont électrices depuis que le collège unique a été institué. Et donc vous avez l'entourage de Gaulle constitué par des militaires. Lui, il est en uniforme militaire à ce moment-là, pendant toute cette tournée qu'on appelle la tournée des popotes. Les popotes, c'est l'endroit où l'on se retrouve régulièrement de façon conviviale, où les grades ont moins d'importance qu'à d'autres moments, donc où on parle un petit peu librement. Donc voici De Gaulle qui rencontre des femmes musulmanes qui portent le voile. Et il rencontre aussi des enfants. Alors ces enfants, vous le voyez, leur serrent la main. Certains sont habillés en tenue léopard, vous le voyez. Ceux qui sont à sa gauche sont habillés en tenue léopard, avec un béret également, une tenue un petit peu paramilitaire. Autrement dit, il rencontre tout le monde. Donc le voici, qui arpente le terrain et qui va vers un lieu de regroupement des officiers auxquels il va s'adresser. Alors le voici encore, hein, dans un autre endroit. Vous voyez que l'uniforme n'est pas le même. Il fait plusieurs voyages en Algérie à ce moment-là, hein, en 59 et 60. Et là, il s'adresse à un parterre d'officiers. Vous voyez les képis. C'est une photo qui n'est malheureusement pas de très bonne qualité. De Gaulle au centre et il s'adresse à ces militaires. Est-ce que ces militaires vont le soutenir? Mais lorsqu'il arrive à Tizi Ouzou, alors en même temps, vous voyez, l'armée est, je dirais, choyée par le pouvoir. Là, c'est pas un certificat de bonne conduite comme on donnait à l'armée à ceux qui avaient fait le service militaire, mais c'est, je dirais, la reconnaissance des services rendus. Alors, le première classe Roi Raymond, de la classe 57 de A, depuis 2 ans, dans les plaines et les djebels, par tout temps et en tout lieu, vous avez apporté le meilleur de vous-même pour que vive la France. Avec vos camarades du 6e RPIMA, le RPIMA c'est un régiment parachutiste d'infanterie de marine. Bon, ce sont des parachutistes, mais avec cette particularité qui font partie des RPIMA. Donc, avec vos camarades du 6e RPIMA, dignes des traditions de cette magnifique unité, vous avez combattu vaillamment. Dans l'Atlas, l'Ouarsenis, le Hodna, la Kabylie, dans les régions d'Aflou, de Bou Saada, de Molière, de Bogar, de Tablat, partout vous avez remporté de glorieuses victoires. Vous pouvez être fiers de votre action, car si vous avez su détruire les responsables de tant de cruauté, vous avez su aussi gagner la confiance des populations. Vous avez supprimé Amirouche, le sanguinaire, et tant de ses semblables, mais vous avez également nourri, logé, instruit, éduqué les populations confiantes dans votre tenue camouflée. Derrière vous, renaissez la joie et l'espoir. Bon, il y en a comme ça 3 pages. Hein. Je n'ai marqué que la première page. Donc voilà, De Gaulle reconnaît à l'armée le travail accompli militairement, sans s'interdire
tous les moyens possibles. Vous savez que la torture reste quelque chose de constant en Algérie. Et que de chaque côté, on utilise tous les moyens. Du côté français pour remporter la victoire, du côté des Fellagas, comme on dit, du côté des Fellagas, pour contraindre les populations à basculer du côté du FLN. Donc, De Gaulle va sur les principaux théâtres d'opération et il rencontre dans les troupes qui sont sur place aussi. Je vous rappelle qu'il y a près de 500 000 soldats français qui sont de jeunes du contingent qui font leur service militaire et qui font leur service militaire, mais jamais on ne dira une guerre, bien entendu. Et il se rend à Tizi Ouzou en particulier. Là, il y a les haut-parleurs qui appellent la population. Pas grand-chose, pas beaucoup de personnes ne viennent. Et il rencontre un instituteur de Tizi Ouzou, un instituteur de Tizi Ouzou, qui lui dit ceci. Mon général, ne vous y trompez pas, tout le monde ici veut l'indépendance. Et De Gaulle reprend cette phrase dans les Mémoires d'espoir. Donc, De Gaulle développe auprès des militaires un thème, c'est le thème de l'autodétermination. Est-ce qu'on va vers l'autodétermination? Alors évidemment, cela provoque l'inquiétude des militaires, qui se sont totalement investis dans la guerre contre le FLN. Mais l'armée doit se soumettre, l'armée doit se plier. Et De Gaulle leur dit très clairement, vous n'êtes pas l'armée pour l'armée, vous êtes l'armée de la France. Autrement dit, vous êtes l'armée de la France et vous obéissez au gouvernement légal de la République. Et le gouvernement légal de la République, c'est moi qui représente ce gouvernement légal. Je suis le président de la République. Bien sûr, je porte un uniforme, mais je suis le pouvoir civil. Et c'est le pouvoir civil qui commande le pouvoir militaire. Vous n'êtes pas l'armée pour l'armée, vous êtes l'armée de la France. Et bien entendu, cela va provoquer toute une série de divisions au sein de l'armée. Et nous nous acheminons ici, ainsi progressivement, vers un moment fort qui va marquer une rupture. C'est l'allocution, l'allocution du 19 septembre 1959. Donc l'allocution du 19 septembre 59. De Gaulle intervient au cours d'une de ces conférences, de ces allocutions. Ce n'est pas une conférence de presse, c'est une allocution. Donc il intervient dans les médias qui sont sous contrôle, je vous le rappelle. Il rappelle l'immense effort qui a été fait par l'armée, il lui rend hommage, et il avance deux idées. D'une part, l'idée de pacification, et c'est vrai que l'ALN est exsangue, parce que l'ALN est contenue au Maroc, contenue en Tunisie surtout, ne peut pas franchir les barrages électrifiés sauf à avoir de très grosses pertes. Donc, la pacification est en bonne voie. Mais cette pacification doit être suivie de l'autodétermination. Il faut pacifier pour que les Algériens puissent s'autodéterminer. Et dans cette allocution, il propose trois solutions. La première solution, alors j'énonce ces trois propositions avec son vocabulaire. La première proposition, c'est la sécession. La sécession, ça veut dire l'indépendance. Donc on se sépare de la France. En même temps, ça fait allusion à une guerre terrible qui a eu lieu auparavant aux États-Unis d'Amérique du Nord, la guerre de sécession. Mais voilà, il propose la sécession. Et il ajoute que la sécession, ce serait la misère, ce serait le chaos,
ce serait l'égorgement généralisé. Donc, il rejette la sécession. Mais qui serait une solution? La seconde solution, ce serait la francisation. Autrement dit, l'Algérie française. Mais il ne dit pas Algérie française. Il a dit une fois, ça lui a échappé à Mostaganem. Point final. Donc la francisation, il l'admet la francisation, mais il l'admet sans enthousiasme, sans chaleur, sans s'engager véritablement en faveur de cette idée. C'est la deuxième possibilité. Sécession, francisation. Troisième idée, association. Association, et là il précise, c'est le gouvernement des Algériens par les Algériens, avec l'aide de la France, puisque l'Algérie serait associée à la France. Ce n'est pas l'indépendance, c'est l'association. Donc l'Algérie resterait proche de la France. Et quand il parle des Algériens, il parle de tous les Algériens. Il parle aussi bien des Arabes, des Kabyles, des Juifs, que des Français. Les Juifs étant français, bien entendu, à ce moment-là. Mais auparavant, ils ne l'étaient pas. Hein. Donc, il parle de tous les Algériens. Autrement dit, et on sent que c'est sa préférence. Autrement dit, ce serait la fin du régime colonial. Et pour y parvenir, il faudra avoir recours, la pacification étant faite, il faudra avoir recours à l'autodétermination. Autrement dit, si on recourt à l'autodétermination, finalement, on recourt à l'autodétermination après la pacification, eh bien, ça veut dire que l'indépendance est possible. Donc, la sécession qui est rejetée est possible. Il l'a accepté sans chaleur, mais il l'a accepté malgré tout. Mais est-ce qu'on ne va pas vers une pacification sans fin, dans la mesure où le FLN est favorable à l'indépendance et qui se tiendra toujours sur cette position. Mais en même temps, en avançant pacification et autodétermination, il peut y avoir une pacification sans fin. À partir de quand la pacification l'aura-t-elle emporté? Alors tout cela provoque des divergences parmi les gaullistes, des divergences au grand jour. Et les partis politiques qui sont à l'Assemblée sont également très hésitants. La SFIO, par exemple, est pour des négociations avant le cessez-le-feu. Alors que pour De Gaulle, le cessez-le-feu, c'est la conclusion de la pacification. Et ensuite, il y aura l'autodétermination. Quant au Parti communiste, il lance un slogan qui va durer longtemps, c'est De Gaulle égale pouvoir personnel, qui entraîne la France dans une guerre longue. Et le Parti communiste est pour la paix en Algérie. En Algérie, que se passe-t-il? Eh bien, en Algérie, le FLN intensifie les attentats et la guérilla. Autrement dit, même si le FLN est exsangue, même si il ne peut plus recevoir de renforts venant de Tunisie, même si ses forces sont limitées au territoire algérien, il y a toujours un FLN qui est toujours pour l'indépendance. Alors, à ce moment-là, le général Chal, va faire prendre la guerre en compte par la population musulmane. Et c'est le moment où les harkis, qui constituent des harkas, se développent le plus, c'est-à-dire qu'il y a près de 100 000 hommes qui sont armés par la République française et qui combattent aux côtés des Français. Alors le FLN, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'indépendance. C'est très clair, c'est très simple, c'est net, il veut l'indépendance. Et il veut l'indépendance avec ou sans autodétermination. S'il y a un référendum qui demande aux Français ça veut dire ceux de métropole et ceux d'Algérie, qui demande aux Français s'ils sont pour l'autodétermination, s'il y a un suffrage universel,
puisqu'un référendum, c'est à travers un suffrage universel. Quelle est la raison d'être du GPRA, du gouvernement provisoire de la République algérienne? Puisque le GPRA dit, nous voulons l'indépendance. Mais si l'indépendance peut être acquise par un référendum d'autodétermination, quel est son rôle? Et deuxièmement, s'il y a un cessez-le-feu, si le cessez-le-feu est définitivement appliqué, qui donnera la garantie que les maquis respecteront le cessez-le-feu? Et en plus, le FLN pose le principe, alors ça ce sont des harkis, pose le principe de l'intégrité du territoire national. Or, le territoire national, vous l'avez ici. Territoire national, l'Algérie, c'est tout ça. L'Algérie, c'est tout ça aujourd'hui. Et au sud, dans les territoires du sud, vous voyez qu'on a découvert, pendant la présence française, on a découvert des gisements de pétrole et de gaz naturel. En violet, ce sont les grandes régions pétrolières et gazières, dont vous les avez, vous le voyez, dans le Sahara. Et le FLN pose le principe de l'intégrité du territoire national, dont nous voulons l'indépendance, mais cette indépendance s'appliquera à la totalité du territoire national. Alors De Gaulle, qui avait proposé une première fois la paix des braves, il avait proposé ça à la fin 1958, ça n'avait pas marché, ça avait été rejeté par le FLN, va le proposer une seconde fois, mais sans succès non plus. Et il va proposer malgré tout des négociations sur quelle base? Eh bien, le FLN va désigner pour négocier des prisonniers qui sont entre les mains des Français, c'est-à-dire Ben Bella et ses compagnons. Ben Bella et ses compagnons qui avaient été détenus à la suite de l'interception de l'avion du sultan du Maroc, du roi du Maroc, qui était devenu roi. Donc, de façon totalement illégale dans les eaux internationales. Évidemment, De Gaulle refuse. Enfin, je dis évidemment, il aurait pu accepter. Ce qui s'est passé, c'est pas écrit dans le marbre. Ça aurait pu se produire autrement. Mais il se trouve qu'il refuse. Il refuse, et donc, la guerre, on est dans une impasse. La guerre continue. Et les pieds noirs ont peur d'être abandonnés. Et c'est à ce moment-là que se produit la grande rupture. La grande rupture, c'est... voilà. La grande rupture, ce sont ces deux photos qui symbolisent la grande rupture. Alors, c'est d'abord dans Radio Tizi Ouzou. Nous sommes le 11 décembre 1960 et voici ce qui est relaté dans Facebook. C'est un témoignage. Cet événement historique qui a marqué la mémoire des hommes s'est déroulé dans un contexte particulier. À quelques jours seulement de la date à laquelle l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies devait étudier la question algérienne. Une séance programmée pour le 19 du même mois. Le chef de l'État français, le général Charles de Gaulle, prévoyait une visite en Algérie qui devait s'étaler du 9 au 12 décembre 1960, bien sûr. Au moment où les organisations extrémistes françaises, alors c'est un témoignage du côté algérien, les organisations extrémistes françaises, c'est-à-dire les ultras, appuyées par des unités de l'armée, projetaient d'organiser des manifestations en faveur d'une Algérie française. Un message qui devait être adressé principalement au général de Gaulle, qui, persuadé de l'inévitable victoire de la révolution algérienne, parlait désormais de paix des braves et de réforme. Bon, persuadé de l'inévitable victoire de la révolution algérienne, militairement, c'est pas sûr du tout. Politiquement, sans doute. Le 9 décembre, à Aïn Temouchen, première escale du général, des extrémistes européens organisent une manifestation pour exprimer leur rejet de toute initiative visant à améliorer les conditions de vie des Algériens. Mais ils sont surpris en voyant des manifestants algériens occuper la rue, criant leur ras-le-bol et exigeant l'indépendance du pays. Algérie algérienne et Algérie musulmane.
sont les principaux slogans répétés par les manifestants algériens. Le lendemain à Alger, du côté de la rue d'Isly, des affrontements opposés des Algériens habitant les quartiers pauvres de la ville et des Européens. À l'époque, les autorités françaises, alors bon, bien sûr, le témoignage est beaucoup plus long, à l'époque, les autorités françaises estiment le nombre de morts à 120, dont 112 Algériens. Aujourd'hui, les chiffres sont contestés. On parle à présent d'au moins 200 morts du côté algérien. Alors ça, c'est un témoignage donc, du côté du FLN. Voici un article donc, qui est paru dans un journal français et voici ce qu'il dit. Alors c'est le journal France Soir qui écrit ceci. Ce sera son dernier voyage en Algérie. Du 9 au 14 décembre 1960, le général de Gaulle se rend dans plusieurs villes algériennes. Mais cette visite est marquée par de graves incidents qui le confortent dans son idée que l'autodétermination de cette colonie française est inéluctable. Des manifestations en faveur de l'indépendance ont lieu pendant ce voyage à Alger et dans plusieurs grandes villes du pays. La plus importante et les plus tragiques se déroulent le dimanche 11 décembre 1960, date que beaucoup d'historiens considèrent comme un des tournants de la guerre d'Algérie. Ce jour-là, les manifestations se transforment en émeutes et en soulèvements populaires contre le colonialisme. Dans plusieurs quartiers, la population affronte directement les forces de l'ordre et les parachutistes. Plusieurs dizaines de personnes sont tuées. Le mardi 13 décembre, France Soir dresse en première page un premier bilan du dimanche tragique. 61 morts, chiffre officiel, dont 55 musulmans et 6 européens. Alors ça, c'était les chiffres officiels qui ont été annoncés à l'époque. Depuis, ça a été réévalué. Mais pour la première fois, les émeutes et les manifestations de décembre 1960, et notamment ce fameux dimanche 11 décembre, marqueront le soutien d'une bonne partie de la population locale au FLN et à l'indépendance. Le tournant, c'est celui-là. C'est-à-dire que la population musulmane bascule du côté du FLN. La pression du FLN a été tellement forte, tous les moyens ont été utilisés, mais de chaque côté, vous le savez. Donc que la population locale bascule en faveur du FLN et de l'indépendance. Un mois plus tard, le 8 janvier 1961, le référendum en faveur de l'autodétermination sera approuvé par 75% des votants. Cela ouvrira la voie aux négociations avec le FLN qui se concluront par les accords d'Évian le 18 mars 1962 et le lendemain, la fin officielle de la guerre d'Algérie qui aura duré près de 8 ans. Alors bien entendu, tout cela va avoir une suite dont je vais parler la prochaine fois. La suite, c'est qu'il y aura un référendum sur l'autodétermination, que les Français se prononceront pour l'autodétermination, que cela ouvrira la voie pour des négociations, mais qu'en Algérie, ce sera un refus total. Il y aura d'abord les fameuses barricades qui seront dressées à Alger, il y aura ensuite une fusillade extrêmement meurtrière dans la rue d'Isly, et il y aura également le coup d'État, un coup d'État véritable. De Gaulle ne dira pas coup d'État, il ne leur fera pas l'honneur de dire un coup d'État. Il dira un pronunciamiento, c'est-à-dire un mot espagnol ou latino-américain qui désigne un coup d'État, mais un coup d'État qui n'est peut-être pas très sérieux. En tout cas, celui-ci sera voué très rapidement à l'échec, nous en reparlerons bien entendu. Et voici deux photos qui montrent ce qui s'est passé donc, à Alger ce 11 décembre 1960. Alors voilà, vous voyez les casques des CRS, des gendarmes mobiles, donc les drapeaux algériens qui sont de la foule qui descend de la Casbah, vous le voyez, et le choc qui a lieu, et bien sûr des morts nombreux. Et voici une autre photo où vous avez les hommes et les femmes qui participent à ces manifestations qui montrent que la barrière maintenant est posée et que les Algériens sont favorables. Les Algériens de statut musulman auparavant, les Kabyles, sont favorables à l'indépendance. Mais cela, nous le verrons la prochaine fois. Et au revoir et à bientôt.